qui va de 1914 avec les premiers tirailleurs pour venir à l'aide de la métropole. Jusqu'en 2007 avec les discriminations et l'intégration. Nous étions des Beurs, nous étions des Arabes, de la racaille. Et au final, la chose qui ne disparaîtra pas, c'est que nous resterons des musulmans. À travers l'histoire de ces 5 millions de musulmans, c'est un autre regard sur l'histoire de France qui nous est proposé. Quand James Brown dit « I'm black and I'm proud », nous on entend « I'm Arab and I'm proud ». Musulmans de France, suite et fin, aujourd'hui à 16h45 sur Public Sénat. Bonjour à tous. Retour ce matin à la séance d'hier après-midi consacrée à une proposition de loi du groupe communiste, un texte qui vise à garantir l'indépendance du président de la République vis-à-vis du pouvoir économique. Pour cela, ce texte prévoit d'interdire au président de la République de recevoir tout avantage en espèces ou en nature de la part d'une personne morale et cela pendant toute la durée de son mandat. Cette mesure serait étendue à l'ensemble du gouvernement par un article portant sur la transparence financière de la vie politique. Et en effet, ce texte est très politique. Il s'insère dans un contexte troublé, celui de l'affaire Woerth-Bettencourt, alors que l'on parle de possibles conflits d'intérêts et alors que l'on parle même d'un possible financement illégal de la campagne de Nicolas Sarkozy. Et d'ailleurs, dans ce texte, le groupe communiste ne manque pas de rappeler certains mots du chef de l'État portant sur la République irréprochable. Tout de suite donc, direction l'hémicycle. Alors, l'ordre du jour rappelle la discussion de la proposition de loi constitutionnelle visant à garantir l'indépendance du président de la République et des membres du gouvernement vis-à-vis du pouvoir économique, présentée par mesdames Nicole Borvo-Cohen-Seat, Éliane Assassi et Josiane Maton-Poinat. Elle est membre du groupe communiste républicain citoyen et des sénateurs du parti de gauche. Dans la discussion générale, oui, on pourrait se taire, s'il vous plaît. Mesdames les sénatrices. Alors, un peu de respect pour la séance publique, s'il vous plaît. Ah, pas du tout. On est là pour travailler. Allez. Dans la discussion générale, la parole est à Madame la Présidente Nicole Borvo-Cohen-Seat, auteure de la proposition de loi. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, chers collègues, j'ai donc l'honneur de vous présenter une proposition de loi constitutionnelle visant à mieux garantir l'indépendance du président de la République et des membres du gouvernement vis-à-vis du pouvoir économique. Comme le souligne le rapporteur de la commission des lois sur cette proposition, je le cite, « La volonté de mettre les dirigeants politiques et les responsables publics au-dessus de tout soupçon et de garantir aux citoyens que l'exercice de mandats électoraux ou de fonctions électives ne soit pas pour ceux qui les détiennent, l'occasion d'un enrichissement personnel, a été une préoccupation constante tout au long de l'histoire de notre pays. Dès 1795, des obligations de déclaration du patrimoine sont imposées aux élus par la Convention qui entendait ainsi assurer la confiance des mandés en leur mandant. Et Monsieur le Gelard, rapporteur, passe directement à la loi du 11 mars 1988, il faut bien le dire, relativement récente et donc tardive dans la France post-révolutionnaire. Bien. Alors, certes, la République s'est dotée d'un cadre juridique destiné à éviter la confusion d'intérêts ou conflit d'intérêts entre des missions publiques et les intérêts privés ou particuliers de ceux qui les exercent. L'indépendance des acteurs publics et la morale publique peut, en principe, faire partie de notre consensus républicain. Mais force est de constater qu'en matière de transparence financière, notre législation est récente et bien modeste. En effet, les différentes situations sur lesquelles le législateur a éprouvé la nécessité de prévenir et ou
sanctionner d'éventuels manquements aux vertus républicaines concernant les élus, principalement les fonctionnaires, ont donné lieu à des règles d'inéligibilité, d'incompatibilité entre fonctions électives et profession ou fonction, ou encore au statut de la fonction publique. Les obligations de transparence concernent principalement le financement des partis politiques, et on voit les insuffisances, les campagnes électorales et le patrimoine des élus. Hélas, on peut constater aujourd'hui tous les jours que ce cadre juridique, certes utile, n'est pas suffisant, voire qu'il est dépassé, tant s'est établie une proximité, une porosité même, pourrait-on dire, entre les pouvoirs publics et l'argent. Bien évidemment, cette proximité est d'autant plus grande, en général et en particulier, c'est-à-dire, je dirais, dans le monde et en France, et la frontière entre intérêt général et intérêt particulier est d'autant plus fragile que l'idéologie libérale, voire ultralibérale que vous défendez, prône la primauté des intérêts privés sur l'intérêt général, de l'économie sur le politique, et que sont imbriqués les pouvoirs économiques et politiques dans les classes dirigeantes. Ajoutons qu'en France, et le débat sur le cumul des mandats électifs aujourd'hui, ce matin, et des mandats dans les conseils d'administration des grandes entreprises hier après-midi, ont été l'illustration de l'extrême concentration des pouvoirs, tant économiques que politiques, dont notre pays fait partie des champions. Ajoutons que l'évolution récente, avec la privatisation des grandes entreprises publiques et des banques, le recours au partenariat public-privé, la délégation croissante de services publics au privé, multiplie les possibilités des liens étroits entre pouvoir politique, au pluriel, et pouvoir économique, au pluriel, et les passerelles entre fonctions publiques et fonctions économiques. Ajoutons enfin que cette réalité est d'autant plus affichée depuis l'arrivée au pouvoir de l'actuel président de la République, que celui-ci affiche lui-même sa proximité avec le monde des affaires, qu'il en a fait un symbole en fêtant son élection au Fouquet's avec ses amis de la finance et sur le yacht de Vincent Bolloré. Depuis, les exemples de proximité se sont multipliés, tant par les nominations de conseillers du gouvernement à la tête d'entreprises en voie de privatisation, tant par les rapports étroits de membres du gouvernement ou de parlementaires avec le monde des affaires. Je n'ai pas l'intention de faire la chronique des gazettes. Par contre, ce que tout le monde peut constater, ce sont les nombreuses dérives sanctionnables ou non au vu de notre législation actuelle. C'est le lot d'une société hyper médiatisée. C'est en quelque sorte une transparence, mais une transparence extrêmement dangereuse, très dangereuse. Les dérives de certains rejaillissent sur tous. Elles nourrissent chez nos concitoyens le rejet des politiques, des institutions et nuisent gravement à la santé de la démocratie. Il est navrant de constater qu'au pays de Saint-Just, de Jaurès et de Zola, 60 à 70% de nos concitoyens pensent que leurs élus sont corrompus ou sensibles à la corruption. On est loin, bien loin, de la République irréprochable dont parlait, parole verbale, le candidat Nicolas Sarkozy. À telle enseigne d'ailleurs qu'à la rentrée de septembre, après un été édifiant sur la question, la prévention des conflits d'intérêts dans la vie publique est devenue un sujet d'actualité et qu'une commission d'experts a été chargée par décret du 10 septembre 2010 d'y réfléchir et de faire des propositions. On verra ce que les propositions qui seront faites par cette commission. La proposition de loi que je défends aujourd'hui n'est donc pas hors sujet. Elle est antérieure à la création de la commission sur les conflits d'intérêts, même si elle est déposée dans la journée d'initiative parlementaire aujourd'hui. Elle est modeste et s'attache à une question qui n'est pas forcément directement liée à des conflits d'intérêts. Mais elle traite de situations bien réelles, pouvant concerner non seulement les membres du gouvernement, mais le président de la République lui-même. Je note d'ailleurs que notre rapporteur signale que cette proposition soulève des questions cruciales, évidemment pour la repousser ensuite. Monsieur le rapporteur, vous avez d'abord tenté de vous y opposer sur la forme, en déposant une motion d'irrecevabilité. Nous savons
que la majorité use de procédures sur la plupart des propositions de loi de l'opposition pour éviter les débats de fond. Nous en avons des expériences maintenant nombreuses et répétées. Au-delà de la forme que nous avons rectifiée en redéposant notre proposition de loi hier simple en proposition de loi constitutionnelle, notre rapporteur évoque diverses raisons pour s'y opposer qui ne me paraissent pas ou peu convaincantes. Cette proposition a pour objet d'étendre au président de la République et aux membres du gouvernement l'interdiction de recevoir tout don ou avantage, sous quelque forme que ce soit, de personnes morales et de créer une obligation de déclaration des dons provenant de personnes physiques lorsque ces dons excèdent un montant annuel fixé par la loi ordinaire. Vous remarquerez que j'ai soustrait le montant de la loi constitutionnelle pour le renvoyer à une loi ordinaire, ce qui est juridiquement normal. Les dons concernés sont soit directs, soit indirects. Tout don ou avantage en nature effectué par une tierce personne dont bénéficient également les personnes visées par la présente proposition de loi sont pris en compte dans le calcul des sommes déclarées. Cette nouvelle législation serait applicable au président de la République et aux membres du gouvernement. En effet, la loi de 1995 exclut partiellement les personnes morales du financement des campagnes électorales et des partis politiques. Mais rien n'est prévu pour, précisément, le président de la République, les membres du gouvernement et les élus, une fois qu'ils sont élus. Par ailleurs, la loi de 1988, par la loi de 1988, la Commission de transparence financière de la vie politique, CTVP, contrôle les patrimoines des élus en début et fin de mandat, mais ni les revenus, ni les cadeaux et donations qui ne sont pas patrimoniaux. Les membres du gouvernement sont aussi concernés par la loi de 88. Rien n'empêche une personne physique ou une personne morale d'octroyer certains avantages financiers ou en nature de façon directe ou indirecte aux élus, aux membres du gouvernement ou au président de la République. Monsieur le rapporteur, vous essayez de décrédibiliser notre proposition en affirmant que notre texte pourrait priver ministres ou présidents des moyens d'exercer leur mandat. Je crois, monsieur le rapporteur, que vous ne pouvez pas confondre la notion de don par des personnes morales et celle de moyens matériels pour l'exercice de leurs fonctions. Monsieur le rapporteur, vous nous reprochez de ne pas prévoir de sanctions afférentes à l'interdiction des dons que nous préconisons, qui pourraient être limitées, même si je renvoie ceci à une loi ordinaire, à 4 600 €, comme dans le cadre des campagnes électorales ou du financement des partis politiques. Vous auriez pu amender en proposant des sanctions, mais vous êtes bien discret par contre sur notre proposition d'améliorer la transparence en exigeant une déclaration publique de ces dons. Mes chers collègues, la transparence rime avec l'indépendance. La sanction politique qu'évoque notre rapporteur, c'est-à-dire le vote, comme seule sanction possible, en particulier contre le président de la République, ne pourra intervenir que si la publicité des liens financiers existe. C'est seulement si les citoyens sont informés en dehors du jeu médiatique que leur jugement pourra se former. Notre rapporteur considère que notre proposition aurait pour effet de réglementer la vie quotidienne de ceux qui exercent des responsabilités et de mettre en quelque sorte leur vie privée sous les yeux des citoyens. Passez-moi l'expression, mais c'est un peu fort. Nombre de responsables politiques, à commencer par le président de la République lui-même, étalent leur vie privée, ce que nous réprouvons en ce qui nous concerne. Autre chose est la transparence de leur situation financière. Aujourd'hui, les médias s'emparent de dérives inacceptables. C'est à la loi d'organiser la transparence, le contrôle, la sanction, s'il y a lieu. Nul n'est obligé d'être élu, d'être membre d'un gouvernement, d'être président de la République. La contrepartie est d'accepter que sa situation financière soit publique et d'accepter qu'elle soit irréprochable. Mes chers collègues, nous défendons l'honneur des élus qui, dans leur grande majorité, n'ont rien à se reprocher et par là même, nous défendons la démocratie. Je vous remercie. Merci, Madame la Présidente.
La parole est à notre collègue Patrice Gélard, rapporteur de la Commission des lois. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, nous sommes donc saisis d'une proposition de loi pour garantir l'indépendance du Président de la République et des membres du gouvernement vis-à-vis du pouvoir économique. La proposition de loi, qui est déposée par Madame la Présidente Nicole Borvo-Cohen-Seat, au nom des membres de son groupe, est une proposition de loi qui est loin d'être inintéressante. Mais il est vrai que nous avons déjà eu dans le passé un certain nombre de textes qui ont régi le statut du Président de la République et des membres du gouvernement dans les relations avec les puissances d'argent. Ainsi, la loi du 11 mars 1988 oblige le Président de la République à faire une déclaration de patrimoine. Ensuite, l'évolution du président de ce patrimoine du Président de la République fait l'objet d'un contrôle et on constate également que nous avons maintenant une législation intégrée dans le Code électoral particulièrement importante en ce qui concerne d'une part les élections présidentielles et notamment les articles L. 52.4, 52.8 et 52.15 sur l'obligation de recourir à un mandataire financier, sur la prohibition des dons des personnes morales et la limitation à 4 600 € la somme versée par une personne physique, et enfin la possibilité de saisir le parquet en cas d'irrégularité. Ce que nous propose Madame la Présidente Borvo-Cohen-Seat était à l'origine irrecevable, parce que nous avions une proposition de loi ordinaire pour statuer sur le statut du Président de la République. Nous l'avions souligné, c'est la raison pour laquelle nous avions mis en avant le fait que recourir à une loi ordinaire rendait irrecevable une telle loi et qu'il fallait une réforme constitutionnelle. Cette irrecevabilité est tombée, comme l'a dit Madame la Présidente, pour une raison toute simple, c'est que maintenant nous n'avons plus une proposition de loi ordinaire, mais une proposition de loi constitutionnelle. Cela dit, ça me pose un petit problème. Une proposition de loi constitutionnelle de cette nature fera qu'elle doit être approuvée dans les termes identiques par l'Assemblée nationale et par le Sénat, transmise au chef de l'État, qui sera libre de recourir ou non au référendum. Et un référendum pour un sujet de ce genre, je crains que le référendum n'entraîne pas l'enthousiasme des foules et que nous ayons un nombre considérable d'abstentions au moment d'un tel vote. C'est pour ça d'ailleurs que je regrette, en ce qui me concerne, que nous n'ayons pas adopté, lors de la révision constitutionnelle récente, la nécessité d'avoir au moins 50% de votants pour faire en sorte que le référendum soit valide. Je ferme cette parenthèse. Mais donc la proposition de loi est donc maintenant recevable. Mais si elle est recevable, elle pose néanmoins toute une série de problèmes. Tout d'abord, c'est une proposition qui est sans portée juridique. Pour quelle raison? C'est qu'on prévoit une interdiction, mais une interdiction qui ne constitue ni un délit ni un crime. Par conséquent, on pourra faire ce que l'on veut. Évidemment, moralement, ce ne sera pas acceptable, et c'est là où nous retrouvons le domaine de la vertu en ce qui concerne les questions posées, non pas les problèmes de droit, mais il ne sera pas possible de poursuivre les membres du gouvernement devant la Cour de justice de la République au cas où ils ne respecteraient pas les dispositions prévues par la proposition de loi. Quant au Président de la République, en dehors du recours à la haute cour, je ne vois pas très bien qu'est-ce que l'on pourrait faire pour poursuivre les manquements aux dispositions de cette proposition de loi. Donc, à mon avis, c'est une proposition de loi qui n'a pas de portée juridique, puisqu'il n'y a pas de sanction prévue à l'égard d'une interdiction. Deuxième élément qui me gêne, c'est le fait que l'on mélange à la fois les dons et les avantages en nature. Cela veut dire que si on applique correctement la proposition de loi qui nous est aujourd'hui soumise,
il faudra que le président de la République déménage de l'Élysée, c'est un avantage en nature, abandonne ses voitures de fonction, c'est un avantage en nature, et il en est de même pour l'ensemble des ministres. C'est complètement irréaliste, à moins d'imaginer que dorénavant, le président de la République et les ministres toucheront une liste civile qui leur permettra de payer, comme la reine d'Angleterre, l'intégralité des moyens dont ils ont besoin. Cela paraît pas très réaliste. Deuxième élément, toujours dans ce même domaine, on ne peut pas empêcher un chef de l'État de recevoir des cadeaux des chefs d'État étrangers lorsqu'il est en déplacement ou en voyage officiel. C'est impensable, ou alors on va créer des relations diplomatiques à haute tension dans le cas où nous serions obligés de refuser à chaque fois les cadeaux. Ça ne se fait pas. Et ensuite, vous avez dit que ça ne touchait pas à la vie privée. Si. En réalité, ce que vous nous proposez, ce n'est pas de la transparence, c'est du voyeurisme. Parce qu'en fin de compte, demander à ce que tous les ministres déclarent tous les cadeaux qu'ils reçoivent, y compris à l'occasion de leur anniversaire ou à l'occasion de relations avec leurs amis, ce n'est pas pensable et par conséquent, on ne peut pas accepter ce genre de choses. Alors, il faut arriver à protéger un peu la vie privée et tous les dons étant visés par le texte de loi, à l'exception des donations familiales, eh bien, on ne voit pas comment les choses pourraient se dérouler normalement. Et puis ensuite, il ne faut pas oublier que la proposition de loi favorise en fait la dissimulation des dons et des cadeaux. On aura tout intérêt à les cacher parce que les conditions qui sont prévues de rendre public tout cadeau fait au président ou à tel ou tel ministre, eh bien à ce moment-là, rend les choses insupportables. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé, dans la commission des lois, de ne pas revoir le texte qui nous est proposé et d'émettre à l'égard de l'article unique un avis défavorable. Merci, monsieur le rapporteur. La parole est à monsieur le ministre Alain Marleix. Voilà, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, vous êtes saisis d'une proposition de loi du groupe des sénateurs communistes et apparentés ayant pour but, et je cite, de garantir l'indépendance du président de la République et des membres du gouvernement vis-à-vis du pouvoir économique. Elle vise à interdire au président de la République et aux membres du gouvernement de recevoir des dons en espèces ou en nature de la part de personnes morales, et lorsque ces dons émanent d'une personne physique, à les soumettre chaque année à une déclaration publique à la Commission pour la transparence financière de la vie politique. Il y aurait lieu de procéder à cette déclaration lorsque le montant global de ces dons réalisés par une personne physique excéderait un montant fixé par la loi. À l'origine, nous étions en présence d'une proposition de loi ordinaire. Je parle sous le contrôle de Monsieur le Président de la Commission des lois et de Monsieur le doyen Gélard, le rapporteur. Or, le contenu des dispositions relevant clairement d'une norme supérieure, selon les constitutionnalistes auditionnés par le rapporteur, celui-ci avait proposé à votre commission des lois, qui l'a suivi, de déclarer cette proposition de loi irrecevable. Alors, cette irrecevabilité devait être confirmée par le rapporteur en séance et le gouvernement vous aurait demandé de bien vouloir la voter. Cependant, devant cette difficulté juridique, les auteurs de la proposition de loi ont transformé celle-ci en une proposition de loi constitutionnelle qui insère dans la Constitution les mêmes dispositions que celles qui figuraient dans la proposition de loi ordinaire originelle. Compte tenu de ce changement intervenu hier, c'est donc sur le fond que le gouvernement se placera pour vous inviter à rejeter cette proposition de loi. Celle-ci et celle sur le cumul des mandats que vous avez renvoyé ce matin en commission doivent être rapprochées des 4 propositions de loi présentées par le Parti socialiste devant l'Assemblée nationale, qui ont été rejetées par celle-ci il y a exactement 2 semaines, et ce, conformément aux souhaits du gouvernement. Ces 4 propositions de loi étaient relatives, je le rappelle, d'une part,
au cumul du mandat de parlementaire avec une fonction exécutive locale, d'autre part à des dispositions portant sur la réglementation des financements privés des partis politiques et la prévention des conflits d'intérêts concernant les membres du gouvernement. Les critiques du gouvernement à l'encontre de ces textes étaient en substance les suivantes. Premièrement, il s'agissait de textes dont la motivation était à l'évidence politicienne, parce que ceux qui la proposaient n'avaient aucune envie de la pratiquer. Et deuxièmement, cette motivation avait conduit à une précipitation dans leur élaboration et en conséquence à des défauts que l'on pourrait qualifier gentiment de techniques. Le gouvernement avait clairement indiqué devant l'Assemblée nationale, par la voix de votre ancien collègue Henri de Raincourt, que la défense de la moralité publique n'était le monopole d'aucun parti, comme aurait pu le laisser supposer le titre de l'une de ses propositions de loi, et je cite, « pour une République décente ». Ferme les guillemets. Il avait également mis en garde les auteurs de ces propositions de loi contre les risques de démagogie. Il avait enfin, et le ministre Michel Mercier l'a confirmé ce matin devant vous, qu'il n'était pas hostile à ce que certaines questions évoquées dans ces différentes propositions de loi soient l'objet d'un examen moins précipité et plus approfondi, permettant de parvenir à des réponses qui soient effectivement consensuelles. Ces critiques, le gouvernement peut les reprendre à l'encontre de la proposition de loi des sénateurs communistes et apparentés que nous examinons maintenant. L'examen de cette proposition de loi est l'occasion pour le gouvernement de rappeler que notre République s'est dotée d'un ensemble solide de dispositions juridiques en matière de transparence financière de la vie politique. Vous me permettrez d'ailleurs de faire observer que les principales lois de ce dispositif ont été votées alors que l'actuelle majorité parlementaire était aux responsabilités. Ainsi, ce sont les lois du 11 mars 1988 sous un gouvernement dirigé par Jacques Chirac et du 8 février 1995 sous un gouvernement dirigé par Édouard Balladur qui, d'une part, ont réglementé le financement des campagnes électorales et, d'autre part, organisé le financement des partis politiques, qu'ils soient privés ou publics. L'ensemble de cette réglementation est appliqué sous le contrôle de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements publics, à qui l'ordonnance du 8 décembre 2003, prise sous le gouvernement de Jean-Pierre Raffarin, a conféré le statut d'autorité administrative indépendante. Mais ce dispositif ne concerne pas seulement les financements des partis politiques et des campagnes électorales, il s'intéresse également au patrimoine des membres du gouvernement et de nombreux élus. Ainsi est-il imposé aux membres du gouvernement de réaliser notamment une déclaration de leur patrimoine à la Commission pour la transparence financière de la vie politique dans les 2 mois qui suivent leur nomination et dans les 2 mois de leur cessation de fonction. À cela s'ajoute l'obligation de faire état de toutes les modifications substantielles de leur patrimoine intervenues au cours de leur présence au gouvernement. Et il revient à la Commission pour la transparence financière de la vie politique, qui est également considérée comme une autorité administrative indépendante, d'apprécier le caractère normal ou non de l'évolution des patrimoines des uns et des autres. Alors cette commission peut d'ailleurs mettre en demeure les intéressés de donner des explications quant à certaines évolutions patrimoniales et si ces explications lui paraissent insuffisantes, elle peut saisir le Premier ministre et le parquet. S'agissant du financement des élections présidentielles, la loi du 6 décembre 1962 relative à l'élection du président de la République au suffrage universel reprend les dispositions de celle du 11 mars 1988 et du 8 février 1995 portant sur la transparence financière de la vie politique que je viens d'évoquer. Enfin, en ce qui concerne le contrôle du patrimoine du président de la République, le système prévu par la loi du 6 novembre 1962 prévoit que les candidats à l'élection présidentielle doivent remettre au Conseil constitutionnel, sous peine de nullité de leur candidature, une déclaration relative à leur situation patrimoniale. Cette déclaration est complétée par un engagement de déposer une nouvelle déclaration à l'issue du mandat. Ces déclarations sont publiées au journal officiel. Ainsi, tout citoyen peut être juge de l'évolution du patrimoine du président de la République pendant la durée de son mandat. Alors, mesdames et messieurs les sénateurs, le gouvernement a beaucoup de mal à considérer que la réglementation actuelle relative au financement des campagnes électorales présidentielles et au contrôle de l'évolution du patrimoine du président de la République et des membres du gouvernement
constitue un ensemble de dispositions anodines. Et il le considère avec d'autant plus de difficulté s'agissant de la transparence financière de l'exécutif. Depuis le début de l'actuel quinquennat, le budget de l'Élysée est contrôlé chaque année par la Cour des comptes, dont le rapport est rendu public. Et contrairement à ce que soutiennent les rédacteurs de la proposition de loi dans leur exposé des motifs, on ne peut donc raisonnablement déplorer l'existence d'un vide juridique concernant le contrôle des relations entre l'exécutif et le monde économique et plus généralement l'absence de dispositifs relatifs à la transparence financière de l'exécutif. Au contraire, nous disposons en cette matière d'un ensemble solide dont l'existence pourrait à elle seule motiver un rejet au fond de cette proposition de loi. J'ajouterai, si vous le permettez, 2 éléments complémentaires à cette raison de fond qui résultent de la précipitation dans laquelle elle a été élaborée. Premier élément, la rédaction du texte autorise des interprétations extensives qui conduiraient à des interdictions peu compréhensibles. Le rapport de votre commission des lois en cite quelques-uns, qu'il s'agisse des moyens matériels, et le doyen Gélard l'a rappelé, qu'il s'agisse des moyens matériels mis à la disposition du président de la République ou des membres du gouvernement pour assumer leurs fonctions, ou de présents reçus par ceux-ci dans le cadre de leurs fonctions de représentation, y compris diplomatique. Second élément, l'application des dispositions de cette proposition de loi aurait pour conséquence un contrôle de la vie quotidienne du chef de l'État et des membres du gouvernement largement excessif. Je rappellerai enfin que le président de la République et le gouvernement ne sont pas fermés à toute prise en considération de la notion de conflit d'intérêts dans la vie politique. J'en veux pour preuve le décret du 10 septembre 2010 pris à la demande du président de la République, qui a créé une commission de réflexion sur cette question, s'agissant notamment des membres du gouvernement. Cette commission, qui a commencé à travailler, doit remettre son rapport avant la fin de cette année. Et au vu de ces conclusions, nous apprécierons s'il convient de compléter les textes actuels que j'ai précédemment évoqués. Donc, le projet de loi organique relatif à l'élection des députés déjà déposé par le gouvernement et la proposition de loi du président de la commission des lois de l'Assemblée nationale relatif à la simplification du code électoral et à la transparence financière de la vie politique pourraient constituer des vecteurs législatifs susceptibles d'accueillir d'éventuelles dispositions portant sur les conflits d'intérêts entre l'exécutif et le monde économique. Voilà, pour toutes ces raisons, mesdames et messieurs les sénateurs, le gouvernement est conduit à vous proposer un rejet de cette proposition de loi. Je vous remercie. Merci, monsieur le ministre. Alors, dans la suite de la discussion générale, la parole est à Pierre-Yves Collombat. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, une querelle de famille qui se transforme en feuilleton où le ministre de la Comptabilité vient s'égarer et où le parquet assume sans complexe son rôle de bouclier judiciaire du pouvoir, un ex-ministre de la Charité prêchant la fin des conflits d'intérêts à des petits camarades outragés sur fond de crise qui s'éternise et de rigueur sélective, tel est le contexte de cette discussion. Contexte qui suffit à expliquer la fin de non-recevoir de la majorité sénatoriale et du gouvernement à la présente proposition de loi constitutionnelle, à politiciens et demi. Et pourtant, ce texte, qui concerne seulement les acteurs les plus importants de la vie politique, s'en tient à des propositions très modérées. On s'étonnerait, n'était le contexte, comme je l'ai dit, qu'elle n'aille pas de soi. Interdire au président de la République durant son mandat, ainsi qu'aux membres du gouvernement, de recevoir des avantages en espèces ou en nature de la part de personnes morales, en l'autorisant de la part de personnes physiques, ce qui préserve la sociabilité et les liens d'amitié, est ceci scandaleux. On pourrait commencer par là, ce à quoi d'ailleurs nous invite cette proposition de loi, commencer par là avant d'aller plus loin. Par exemple,
en donnant les moyens aux institutions dont c'est déjà la mission, et ce qui a été rappelé, d'exercer correctement la dite mission. Il existe un corpus de textes relatifs au sujet, ainsi qu'une commission pour la transparence financière de la vie politique. C'est vrai, notre rapporteur et le ministre n'a pas manqué de le rappeler, mais le problème, c'est que ce corpus est passablement à trous et que la commission, dont la composition d'ailleurs et le mode de nomination pourraient être améliorés, ne dispose pas vraiment des moyens de ses fins. Elle le déplore d'ailleurs régulièrement à chacun de ses rapports. Trop d'élus à contrôler, de l'ordre de 3000. Des moyens d'investigation trop limités, la Commission n'ayant accès ni aux revenus des intéressés, ni à leur dossier fiscal, et ne disposant aucunement du pouvoir de demander des explications complémentaires, en tout cas suivies des faits obligatoirement. Un contrôle donc limité à la détection des progressions inexplicables du patrimoine, le revenu dépensé ou évadé se trouvant exclu. Des déclarations de patrimoine non publiques et dont l'absence ou le caractère mensonger ne sont pas sanctionnables. À noter la particulière discrétion, si l'on en croit le rapport 2007 de la Commission, des dirigeants d'entreprises publiques, puisque, donc, en 2007, 112 non-dépôts étaient constatés entre Gaz de France et La Poste. Rien d'étonnant donc que depuis 1983, 13 dossiers seulement aient connu une suite judiciaire, aucune d'ailleurs ne visant plus haut que le niveau du conseiller général. On pourrait aussi s'intéresser au régime baroque des incompatibilités entre fonctions gouvernementales, mandat parlementaire et activité professionnelle. Étrangement, si on ne peut être sénateur et professeur de philosophie, on peut être parlementaire et conseiller des entreprises dans leurs opérations fiscales, de fusion-acquisition ou vendre des armes et des avions à l'État. Rien de plus simple. Il suffit de ne pas exercer des fonctions de direction ou d'influence significative entrant dans le champ des incompatibilités dans les filiales de la holding que vous dirigez, laquelle n'entre pas dans le champ des incompatibilités. Le byzantinisme flamboyant des décisions du Conseil constitutionnel qui le confirme régulièrement mérite, chers collègues, toute notre admiration. Ce n'est pas un bouclier, c'est du blindage. On pourrait aussi étendre les pouvoirs des commissions d'enquête parlementaires, rendre leur ouverture possible à la demande de l'opposition, lever l'obstacle si commode de l'ouverture d'une instance judiciaire. Le judiciaire, jusqu'à plus ample informé, n'étant pas un pouvoir, mais une autorité, rien ne l'empêche, à part l'absence de volonté politique. On pourrait aussi s'arrêter sur le pantouflage multiforme et sur ce que je qualifierais le pantouflage inversé, à savoir la mise en couveuse des futurs, souvent d'ailleurs anciens, élus locaux ou nationaux et des fonctionnaires à responsabilité par les grands délégataires de services publics, les grandes entreprises travaillant pour les collectivités ou l'État. Ces décideurs, parvenus ou revenus aux affaires, pourront, en respectant le code des marchés, ce qui n'est pas un problème, contracter en toute légalité, au nom de leur collectivité ou de l'État, avec leur ancien employeur. Les marchés publics représentant de l'ordre de 120 milliards d'euros, par les temps qui courent, l'enjeu n'est pas mince. S'agissant du pantouflage des fonctionnaires, la réglementation rigoureuse sur le papier s'accompagne en fait d'une tolérance molle dans l'application, quand ce n'est pas d'un encouragement au nom de la nécessaire perméabilité du public et du privé, au nom de l'efficacité. Quant au pantouflage du personnel politique, il est devenu une pratique mondialement si courante que sur ce chapitre, la France est en retard. Nous manquons en effet de Schröder pour passer au service de Gazprom ou de Tony Blair pour conseiller les banquiers. Mais ce n'est probablement qu'une question de temps et nous allons certainement nous moderniser sur ce chapitre. Des frontières de plus en plus diaphanes entre hautes fonctions publiques, gouvernement et cabinet ministériel, entourage présidentiel, direction des grands groupes économiques et financiers, publics ou privés, organes de contrôle soi-disant indépendants, une classe dirigeante endogamique, habitant les mêmes lotissements parisiens ou azurés, une oligarchie rompue au jeu des chaises musicales, des renvois d'ascenseurs, des participations croisées. Quelle place peut-il bien rester à l'intérêt général? Plus fondamentalement, cela a-t-il encore un sens de demander à l'État moderne, libéral, de faire prévaloir l'intérêt général sur les intérêts particuliers, quand sa fonction est uniquement de permettre le libre jeu et le jeu libre et non faussé des intérêts particuliers, quand l'intérêt collectif est conçu comme la résultante de ce jeu concurrentiel.
Manquer au devoir de probité, pour reprendre la formulation du Code pénal, a-t-il encore un sens pour le serviteur d'un État reformaté selon les principes du management moderne, lequel connaît seulement des coûts et ignore les valeurs, pour qui il n'existe qu'un seul impératif catégorique, faire du profit et s'enrichir. Le général de Gaulle disait « La politique de la France ne se fait pas à la corbeille ». C'était hier. Aujourd'hui, non seulement la politique se fait à la corbeille, et pour la corbeille, car il faut à tout prix la rassurer, puisqu'on s'est placé entre ses mâchoires, mais ce pouvoir est installé au cœur, la corbeille est installée au cœur de l'action publique. Je voudrais prendre deux exemples. Premier exemple, le fonds de réserve des retraites. Il fonctionne ouvertement comme un fonds spéculatif. Ainsi, son conseil de surveillance du 16 juin 2009, après avoir constaté les pertes du fonds suite à la crise, je cite, « n'entend pas remettre en cause les bases sur lesquelles il avait fondé ses choix initiaux, à savoir qu'un investisseur de long terme qui n'a pas de contraintes de liquidité avant 2020 peut bénéficier dans la durée du surcroît de performance attendu des catégories d'actifs présentant une volatilité importante et en particulier les actions. » En français standard, ce jargon signifie que le fonds de réserve entend bien récupérer par la spéculation ce qu'il avait perdu par la spéculation. Second exemple, l'Agence des participations de l'État, créée pour, je cite, « veiller aux intérêts patrimoniaux de l'État », comme si l'État était une personne privée, et pour exercer la mission de l'État actionnaire dans les entreprises où celui-ci détient des participations majoritaires ou minoritaires. Problème. La mission de l'État actionnaire est-elle de gagner le plus possible d'argent ou de conduire une politique industrielle? La réponse ne va pas de soi, comme l'a bien montré l'affaire EADS. Je le rappelle en deux mots. En 2005, EADS traverse une crise grave, entraînant un plan de suppression de 10 000 emplois et la chute de 35% en moyenne de son titre. Seule l'oligarchie, au premier rang desquels l'ex-coprésident de EADS, Noël Forgeat, ancien haut fonctionnaire, et les dirigeants des groupes Lagardère et Daimler, retirera ses billes à temps en empochant 80 millions de plus-value. Un instant suspecté de délit d'initié, tous les bénéficiaires seront mis hors de cause par l'AMF en novembre 2009 dans la plus grande discrétion. Voilà pour la partie privée. S'agissant de la partie publique, qui nous occupe aujourd'hui, on apprendra que, fin 2005, le ministre de l'Économie et des Finances de l'époque avait été informé de la situation par l'Agence pour les participations de l'État. Cette agence lui conseillant de se désengager au plus vite. Thierry Breton n'a pas suivi l'avis de l'agence, faisant passer la politique aéronautique de la France avant la protection du patrimoine de l'État. Mais ce dilemme est la preuve que le conflit d'intérêts est désormais niché au cœur même de l'État. Pour en finir avec les conflits d'intérêts, il faudra donc beaucoup plus que des déclarations, beaucoup plus qu'une réforme des programmes de l'ENA, beaucoup plus qu'un code d'éthique, des circulaires ou le renforcement des pouvoirs d'autorité, soi-disant indépendantes, même si, comme je l'ai dit, cela ferait pas de mal de commencer par là. On aurait donc pu aujourd'hui, puisque le texte proposé est inefficace et contestable, je reprends les qualificatifs de notre rapporteur, eh bien, on aurait pu le renvoyer en commission, comme on l'a fait ce matin pour le texte sur le cumul des mandats, pour l'enrichir plutôt que de l'exécuter. Je suis cependant d'accord sur un point avec notre rapporteur. La question posée est d'abord et essentiellement politique. C'est celle d'une constitution, ça c'est moi qui le dis, qui concentre l'essentiel du pouvoir politique à l'Élysée sans garantir son indépendance par rapport au pouvoir économique et financier. C'est celle d'une organisation politique sans autre contre-pouvoir que le pouvoir économique et financier, mais en l'espèce, peut-on encore parler de contre-pouvoir? Pourtant, ce n'est donc pas parce que cette proposition de loi a des ambitions plus modeste que cet immense chantier qui est devant nous, qu'on est fondé à la rejeter. C'est pour ça que le groupe socialiste la votera. Merci. Merci, chers collègues, de nous soutenir dans cette action. Bravo. Quand tu es là, on s'ennuie jamais. On s'ennuie jamais. Alors,
La parole est à Jacques Mézard. Monsieur Gournac. Pardon. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, que nous retrouvons avec plaisir en meilleure santé, mes chers collègues, ce qui est frappant, c'est qu'il me semble qu'il n'est pas bon qu'il n'y ait que 9 sénateurs pour débattre sur la transparence. Certes, Monsieur le Président de la Commission des lois, la qualité est au rendez-vous, mais il y manque quand même le nombre. Notre collègue, Madame la Présidente Borvo-Cohen-Seat, a eu raison de se référer à la Convention, régime qui a honoré notre nation sous la conduite de l'incorruptible. Parfois, ça peut être utile, Monsieur le Président de la Commission des lois. Cette proposition de loi nouvellement constitutionnelle nous amène à nous pencher sur la probité dans la vie politique, question prégnante dans le débat public. Et ce débat dépasse le problème posé par cette proposition de loi. Il concerne très clairement les relations du monde politique avec le monde économique et la justice. Et il suffit d'ailleurs de lire cet après-midi l'article du juge Régnard dans Le Monde pour s'en convaincre. Ce combat est commun à l'ensemble des responsables politiques de toute sensibilité. Et à juste titre, la demande de transparence de nos concitoyens ne cesse de croître. Et dans le même temps, forcé de reconnaître que la confiance qu'ils nous accordent est fragilisée, encore que les élus municipaux jouissent toujours d'une très large confiance méritée. Mes chers collègues, il est impératif de conforter cette confiance en la chose publique. Certes, certains sondages disent que le chemin sera long et semé d'embûches, avec 60 à 70% de nos concitoyens qui considéreraient que leurs élus sont corrompus ou sensibles à la corruption. Mais encore que je me méfie de ce type de sondage, car je ne suis pas du tout convaincu que cela corresponde à la réalité, et on le voit bien lorsque l'on voit la confiance qui est accordée par nos concitoyens, et je l'ai dit, à leurs élus de terrain. Cet état de fait a été en grande partie causé par les trop nombreuses affaires qui ont émaillé la vie politique au cours de chaque république, de chaque régime. Et je tiens à écarter immédiatement toute polémique partisane. Aucun bord politique ne peut se prévaloir d'être ou d'avoir été exempt de comportements contestables. Aucun camp n'a le monopole de l'éthique et de l'honnêteté. Mais ce n'est pas là l'unique raison. Le manque de transparence, la légèreté du cadre juridique qui entoure nos statuts ont été le terreau de cette véritable défiance, accélérée, il faut le dire, par les crises financières. Ce fut le cas en 1928, ce fut le cas en 2008. Mais de grâce, ne tombons pas dans un antiparlementarisme inacceptable, utilisé par les véritables ennemis de la démocratie, l'extrême droite et l'extrême gauche. En s'intéressant à la question de l'indépendance des membres du gouvernement et du chef de l'État, nous ne pouvons faire l'économie de l'étude de la question du conflit d'intérêts. Notion large, protéiforme, ne faisant l'objet d'aucune définition légale ou jurisprudentielle, le conflit d'intérêts est pourtant au cœur de l'actualité politique de ces derniers mois. L'un des premiers à s'y être intéressé est sans conteste le duc de La Rochefoucauld, qui, dans une phrase célèbre, nous rappelait que les vertus se perdent dans l'intérêt comme les fleuves dans la mer. Plus récemment, on peut se référer aux travaux de l'OCDE et aux recommandations de son Conseil en date du 28 mai 2003. Et à la lecture de la définition OCDE, on constate aisément que les situations de conflit d'intérêts ne concernent pas uniquement les membres du gouvernement, mais l'ensemble des décideurs publics. C'est en ce sens qu'avec plusieurs de nos collègues,
sous la conduite de Michel Charasse à l'époque, le groupe RDSE avait déposé l'année dernière une proposition de loi tendant à interdire ou réglementer le cumul des fonctions et des rémunérations de dirigeants d'une entreprise du secteur public et d'une entreprise du secteur privé. L'existence d'intérêts publics et privés divergents, voire opposés, ne peuvent aller qu'à l'encontre de l'intérêt supérieur de l'État. Et je fais remarquer que notre proposition de loi, adoptée ici même il y a près d'un an, n'a toujours pas fait l'objet d'un examen à l'Assemblée nationale. La présente proposition de loi, je crois, partage cet objectif global. Et même si elle se consacre uniquement à la manifestation la plus voyante du conflit d'intérêts que constitue l'enrichissement personnel. Je rappelle que l'OCDE a dégagé 7 situations créant les conditions de potentiel conflit d'intérêts. Aujourd'hui, dans notre législation, des failles demeurent très clairement. Et il est important de ne pas non plus, je l'ai dit, noircir le tableau et de rappeler qu'un contrôle du patrimoine des membres du gouvernement et du président de la République existe déjà, dont la double déclaration de patrimoine. Toutefois, les modalités du contrôle divergent. Pour les membres du gouvernement, il est effectué par la Commission pour la transparence de la vie politique, sans sanction directe. Pour le président, le système retenu est celui du contrôle du peuple, lequel est censé ne pas redonner sa confiance en cas de pratique douteuse. C'est un autre débat. Durant les campagnes présidentielles, le contrôle est accru, les dons provenant de personnes morales sont interdits, quand ceux émanant des personnes physiques sont limités à 4 600 €. Pourtant, il est dommageable que de telles limitations n'aient pas cours durant l'exercice des fonctions ministérielles. Nous avons proposé des pistes ambitieuses pour renforcer le contrôle des membres du gouvernement et du président de la République, tout en sachant que de nombreux obstacles devront être franchis pour parvenir à davantage de moralisation et de limpidité de la vie politique. Nous considérons comme impératif que les auteurs d'infractions liées à l'exercice d'un mandat politique fassent systématiquement l'objet de poursuites pénales. L'image de l'État en général et des politiques et magistrats en particulier est meurtrie par les affaires que nous connaissons. Je crois que la Chancellerie doit avoir le courage de prendre une directive générale de politique pénale sur le trafic d'influence et la prise illégale d'intérêts, en donnant mandat aux parquetiers de poursuivre les auteurs de ce type d'infractions, dont on se rendra compte d'ailleurs qu'ils ne sont pas très nombreux. Et les exemples sont parfois et même souvent utiles dans la République. Mes chers collègues, afin de ne pas revivre le fiasco estival, il est essentiel d'étendre les incompatibilités ministérielles et d'interdire qu'un ministre, directement ou indirectement, ait des intérêts dans des entreprises publiques ou privées, associations ou organismes soumis au contrôle de son administration. Et il faudra bien régler la question du cumul des mandats électifs avec des mandats d'administrateurs de grandes sociétés ou celle de l'inflation des avocats d'affaires parlementaires. Ce n'est pas un mince dossier, mais c'est une réalité à laquelle il faudra bien s'attaquer. Loin de moi l'idée de jeter l'opprobre sur la classe politique à laquelle je suis fier d'appartenir. Je crois qu'en l'affranchissant des intérêts privés, nous redonnerons leur liberté d'élus et de citoyens, et c'est tout à fait indispensable. Alors nous considérons que le texte qui nous est présenté mériterait d'être complété, d'abord parce qu'aucune sanction n'est prévue, que le contrôle de la véracité de la déclaration de son absence pure et simple demeure. Je crois qu'il aurait peut-être aussi été utile d'attendre les conclusions de la commission de réflexion pour la prévention des conflits d'intérêts dans la vie publique présidée par M. Sauvé. Ceci étant, malgré quelques réticences techniques, nous considérons que poser ce problème, comme le fait cette proposition de loi, est utile et en conséquence, la majorité des membres de mon groupe apportera son soutien à cette proposition de loi constitutionnelle car elle lutte ou elle entend lutter contre le mélange des genres qui est tout à fait malheureux pour l'image aujourd'hui de notre vie publique. Merci. Merci Jacques Mézard. La parole est à Éliane Assassi. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers 9 collègues, puisque nous ne sommes que 9,
Le pouvoir et l'argent ne font pas bon ménage, mais les conflits d'intérêts semblent avoir de beaux jours devant eux si nous ne nous décidons pas à endiguer ces abus. La démocratie est en grand danger lorsque des proximités se développent entre les pouvoirs publics et l'argent. En témoignent les nombreuses dérives auxquelles nous avons récemment assisté. Les frontières entre ces deux sphères sont terriblement poreuses, à tel point qu'on en vient à décorer les heureux contributeurs de la campagne présidentielle de 2007 de la Légion d'honneur, transformant ainsi la médaille napoléonienne en hochet pour riches. Je ne vais pas toutes les citer ici, mais trop d'affaires font prendre aujourd'hui à la France des allures de république bananière. Alors, il me semble ces affaires sont très éloignées de l'exigence démocratique de transparence que beaucoup semblent appeler de leur vœu, au moins par le verbe, ce qui semble visiblement difficile lorsqu'il faudrait passer aux actes. De même que la privatisation des moyens de renseignement, les généreux cadeaux fiscaux, le cumul des fonctions et les lobbyings installés au cœur du pouvoir témoignent d'une mise sous tutelle inacceptable de l'État par des personnes morales. Nous avons donc modifié la rédaction de notre proposition de loi puisqu'il nous était argué qu'elle était inconstitutionnelle et qu'elle devait relever du domaine d'intervention de la loi organique. Mais au regard de tous ces scandales politico-financiers, on pourrait considérer que l'ensemble de la politique de M. Sarkozy est dans son ensemble inconstitutionnel, dès lors que l'article 4 de notre loi fondamentale dispose que, je cite, « Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage universel, ils se forment et exercent leur activité librement, ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie ». Fin de citation. Nous sommes donc aujourd'hui très loin du compte. Nos concitoyens nous ont mandatés pour les représenter, les écouter, les relayer. Nos mandats politiques ne doivent pas, en théorie, permettre à quiconque d'agir avec cupidité. Car un État est démocratique dans le sens où chacun concède son pouvoir décisionnel, non à un autre individu ou à un groupe déterminé, mais à la société dont il constitue une composante. Il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, le pouvoir est invariablement détenu et transmis au sein d'un groupe particulier. La grande majorité de la population se trouve exclue de l'élaboration de nos politiques publiques, ce qui est, vous en conviendrez, fortement dommageable pour ce qui reste de notre État de droit et de notre République. Nous regrettons d'ailleurs que notre pays ne se soit pas acheminé vers l'établissement d'une véritable démocratie participative. Le 12 juillet dernier, à l'occasion de son intervention sur France 2 qui visait à désamorcer la bombe Woerth-Bettencourt, le président de la République déclarait, je le cite, qu'il, donc lui, demanderait à une commission représentant toutes les familles politiques de réfléchir à la façon dont on doit ou non compléter ou modifier la loi pour éviter dans l'avenir toute forme qui pourrait intervenir de conflit d'intérêts. Fin de citation. Admettant donc de fait qu'il y avait un problème. Suite à la publication du livre de M. Hirsch faisant état de situations quelque peu gênantes, 3 personnalités, un magistrat, un conseiller d'État et un président de la Cour des comptes, ont été donc récemment chargés par le président de la République de réfléchir aux situations de conflit d'intérêts dans lesquelles peuvent se trouver les membres du gouvernement, les responsables des établissements publics et entreprises publiques, ainsi que, le cas échéant, les autres agents publics dont la nature particulière des missions le justifierait. En tant que parlementaires et au titre du mandat qui nous a été confié, nous devions, pour notre part, prendre la responsabilité d'agir. Face à la multiplication des dérives confortées par une législation lacunaire en la matière, nous avons donc été incités à développer notre réflexion sur l'indépendance du pouvoir exécutif et à vouloir aller plus loin dans notre détermination à combattre ces abus. La législation actuelle, beaucoup s'accordent pour le reconnaître, présente des insuffisances, tant dans son champ d'application, qui est aujourd'hui limité aux seuls partis et candidats, que dans l'effectivité de son application. L'interdiction faite aux personnes morales de participer à la vie politique du pays ne concerne que les périodes de campagne électorale
et le financement des partis politiques, alors qu'elle devrait concerner l'ensemble de la vie politique. Afin de remédier à cette contradiction, nos propositions donc ont pour objet d'étendre l'interdiction de recevoir tout don ou avantage sous quelque forme que ce soit de personnes morales et de créer une obligation de déclaration des dons provenant de personnes physiques lorsque ces dons excèdent un montant annuel fixé par la loi ordinaire. Alors nous disons qu'il pourrait être de 4 600 €, à l'instar de la législation actuelle en matière de financement de la campagne des candidats à une élection. Comme l'a rappelé Nicole Borvo, les dons concernés sont soit directs ou indirects, tout don ou avantage en nature effectué par une tierce personne, dont bénéficient également les personnes visées par notre texte, sont pris en compte dans le calcul des sommes déclarées. Cette nouvelle législation serait non seulement applicable au président de la République, mais aussi aux membres du gouvernement, cela a été dit. Les sanctions envisagées sont celles prévues par la Constitution pour le président de la République et par la loi du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique pour les membres du gouvernement. Cette proposition de loi n'a nul autre objet que de renforcer la transparence de la vie politique, je l'ai dit tout à l'heure, qui semble être appelée par beaucoup, en accord avec la loi suprême de notre République, à savoir le respect de la souveraineté nationale. Il nous semble que la démocratie ne peut trouver son accomplissement que dans une société où les hommes, librement associés, exercent activement leur souveraineté, sans s'en faire dépouiller par d'insidieux dispositifs politiques ou autres copinages de circonstances. Pour réaliser la démocratie, il ne faut pas seulement que les décisions soient prises en accord avec la majorité, mais qu'elles soient prises pour la majorité, et c'est tout le sens de nos propositions. Merci Eliane Assassi. Et le dernier orateur inscrit, Robert Lofoaoulou. Vous avez la parole. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, préoccupation constante des responsables politiques, la volonté d'écarter tout soupçon d'enrichissement par une suggestion à la sphère économique a fait l'objet de plusieurs évolutions législatives. La loi du 11 mars 1988 relative à la transparence financière est une concrétisation de cette volonté. Un candidat à une élection ou un parti politique ne peuvent plus recevoir de dons de la part d'une personne morale. De plus, afin de démontrer que leur fonction n'a pas été source d'enrichissement personnel, les élus sont soumis à une obligation de déclaration de leur patrimoine au début et à la fin de leur mandat. Ce mécanisme de contrôle est même renforcé à l'égard des candidats à la présidence de la République. En effet, à peine de nullité de leur candidature, les candidats sont tenus de remettre au Conseil constitutionnel une déclaration de leur situation patrimoniale. Par la suite, la loi du 8 février 1995 a étendu cette obligation de déclaration aux membres du gouvernement et aux titulaires de certaines fonctions. Comme l'affirmait récemment le président de la République, et je le cite, « Il ne suffit pas que la République soit irréprochable, il faut encore qu'elle ne puisse même être soupçonnée de ne pas l'être. » À cet égard, le texte présenté par Mme Borvo-Cohen-Seat et plusieurs membres du groupe CRC-SPG vise à renforcer la transparence entre le monde politique et le monde des affaires. Au regard de la rectification des auteurs de la proposition de loi pour la modifier en proposition de loi constitutionnelle, deux dispositions sont ainsi proposées en un article unique. La première vise à interdire au président de la République et aux membres du gouvernement, pendant toute la durée de leur mandat, de recevoir des dons des personnes morales. La seconde a pour objet de soumettre les dons des personnes physiques au régime de déclaration obligatoire. Comme l'a souligné notre rapporteur Patrice Gélard, si cette proposition de loi poursuit l'objectif
légitime d'encadrer des cadeaux et avantages en nature qui pourraient être effectués au profit du président de la République et des membres du gouvernement, son dispositif comporte d'importantes lacunes. En effet, le texte qui est soumis à notre examen aujourd'hui présente deux limites majeures, quant à son opportunité d'une part et quant à l'efficacité de son dispositif d'autre part. Tout d'abord, ce texte semble prématuré. À l'initiative du président de la République, une commission de réflexion pour la prévention des conflits d'intérêts dans la vie publique a été mise en place en vue de traiter la question de la régulation des relations entre les responsables politiques et le milieu des affaires. Présidée par M. Sauvé, la commission doit rendre ses conclusions avant le 31 décembre 2010. Il serait donc opportun de légiférer sur cette question avant même que la Commission n'ait achevé ses travaux. Par ailleurs, ce texte instaure un mécanisme inopérant. En effet, il présente une profonde vacuité en proposant de soumettre les membres de l'exécutif à l'interdiction de percevoir des dons sans qu'il n'ait été prévu de sanctions si ce dispositif n'est pas respecté. De plus, la notion d'avantage en nature ne saurait fonder juridiquement une telle interdiction, tant ces acceptions sont floues et pourraient faire l'objet d'une interprétation extensive. Comme l'a présenté notre rapporteur à titre d'exemple, et je le cite, « Avec un tel mécanisme, il serait désormais interdit aux membres de l'exécutif de se rendre en vacances chez tes amis si ceux-ci ont acheté leur maison sous la forme d'une société civile immobilière. Les SCI étant des personnes morales, le fait de jouir d'une habitation ainsi constituée tomberait en effet sous le coup de l'interdiction de recevoir des avantages en nature procurés par des personnes morales. Nous voyons bien ici que les faiblesses de cette proposition de loi pourraient conduire à des situations absurdes et induire des sanctions totalement disproportionnées, d'autant plus qu'elles se heurtent à la nécessaire protection de la vie privée des membres de l'exécutif. Pour ces raisons, le groupe UMP votera contre cette proposition. Merci bien. Alors, la discussion générale est close. La Commission n'ayant pas élaboré de texte, nous passons à la discussion de l'article unique de la proposition de loi initiale. Y a-t-il une... Alors, Pierre-Yves Collombat, sur l'article unique. Bien que nous ne soyons pas nombreux, je ne vais quand même pas partir comme ça. Je voudrais répondre aux objections plus précises que notre rapporteur a faites et puis que le ministre a repris et puis notre collègue aussi. Donc, premier volet d'argument, ce texte est inefficace parce qu'il ne comporte pas, c'est une obligation sans sanction. Bon, chers collègues, c'est quand même pas une particularité de ce texte. C'est-à-dire le nombre de textes que nous votons où il y a des déclarations et sans sanction, veut dire qu'il y en a quand même un bon paquet, et notamment qui sont présentés par la majorité sénatoriale. Bon, très bien. Et une remarque, c'est exactement le cas de ce qui se passe pour les comptes de campagne des présidents de la République. Vous imaginez le Conseil constitutionnel Ah, c'est possible. Oh là là. Oh, non, mais vous imaginez le Conseil constitutionnel Non, mais monsieur Sarkozy, il n'est pas élu parce que, bon, vous savez, là, on n'est pas trop sûr. Bon, enfin, non, ça n'a rigoureusement aucun sens. Là, donc, c'est pas une particularité de ce texte. La notion, nous dit-on, serait trop large et on est revenu plusieurs fois là-dessus. On ne pourrait, le membre du gouvernement, le président de la République, ne pourrait plus avoir de logement de fonction ou de voiture. Enfin, c'est pas des avantages en nature. Les voitures de fonction et les logements, c'est par obligation de service. Je veux dire, ça fait partie du service. Non, mais attendez, ça fait partie du service. Bon, donc c'est un argument qui ne tient absolument pas. Le problème des cadeaux des chefs d'État étrangers. Attendez, deux choses l'une. Ou c'est le cadeau d'un chef d'État étranger à un chef d'État français,
auquel cas c'est une affaire d'État et le cadeau en question va rejoindre le musée, comme ça se fait parfois, du président de la République en question, et il y a des touristes qui vont le voir de temps en temps, ou c'est une relation personnelle entre les gens, et c'est parfaitement toléré, parfaitement admissible dans le cadre de ce texte. Le problème des SCI, vous avez failli me faire pleurer. Je veux dire, on ne peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre, etc. On sait à quoi servent les SCI, elles ont leur intérêt. Bon, ce sont effectivement des personnes morales. À ma foi, si vous voulez aller habiter chez votre ami président des États-Unis, ben vous allez dans sa maison qui n'est pas propriété d'une SCI, et il n'y a pas de problème particulier. Vous nous dites aussi qu'il y a de larges possibilités de contournement. Là, encore une fois, on passe son temps à faire des lois, ce qui prouve bien que celles qu'il y avait avant étaient contournées. Bon, donc, je dirais encore une fois, c'est pas un argument qui est quand même de grand poids. Et alors, le meilleur, c'est quand même le problème de la protection de la vie privée. Bon. D'abord, une personne publique n'a pas exactement la même vie privée qu'une personne qui ne l'est pas. Et puis, d'autre part, vous savez comme moi que la mise en scène de la vie privée est maintenant devenue une arme de gouvernement, une moyen de gouverner. Enfin, je ne veux pas vous faire de dessin, vous le savez comme moi, le fils, la femme, etc., le président qui fait son jogging, ou qui est sur son vélo, qui va manger de la pizza au Cap Nègre. Enfin, je ne veux pas vous raconter ni ce matin. Bon, je veux dire, c'est véritablement... Oui, je vous rappelle, Monsieur le Président. C'est extrêmement intéressant. C'est-à-dire que cette mise en scène de la vie privée, c'est quand même un outil de gouvernement aujourd'hui. S'agissant maintenant, notre doyen nous dit c'est contestable. Ben oui, le manquement à la probité personnelle, sanction politique. Moi, je suis d'accord avec ça. Sauf que actuellement, les élus, autres que ceux qui sont visés par le texte de loi et qui manqueraient à la probité, sont soumis au code pénal. Eux, ils le sont soumis, hein, il y a toute une liste, vous le savez mieux que moi. Sauf que le système français actuel, à la fois constitution et encore plus pratique, en fait que c'est un régime que j'aime appeler consulaire, c'est-à-dire où il n'y a pas de contre-pouvoir, où le pouvoir fait exactement ce qu'il veut et où il n'y a pas de contrôle. Alors, si seule la sanction électorale est recevable, à ce moment-là, quid des membres du gouvernement qui ne sont pas des élus, même constitutionnellement ils ne peuvent pas l'être, quid des dispositions et des organismes comme le Conseil constitutionnel qui existent, mais que les électeurs ne peuvent pas mettre en cause. Ensuite, vous me dites que c'est prématuré. Bon, puisqu'il y a une commission qui a été mise en place, ce qui prouverait quand même que s'il y a une commission qui est mise en place, c'est qu'il y a quand même un petit problème. Alors, pour conclure, je dirais que ce dispositif qui est proposé n'est pas plus inefficace que l'absence de dispositif actuel. Il n'a rien d'inutile et son exigence n'est pas contestable, comme le montre bien ce que je viens de dire, la nomination de cette fameuse commission pour la prévention des conflits d'intérêts de la vie publique, qui, à mon avis, ne réglera pas, parce que le problème, c'est pas des problèmes de conflit d'intérêts, mais c'est des problèmes de moralité publique. Merci Pierre-Yves Collombat. Madame la Présidente Nicole Borvo, CONCEAT, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président. Je ne veux pas inutilement rallonger le débat, vous en doutez. Et bon, Yves Collombat vient de reprendre un certain nombre de réponses aux arguments que j'avais moi-même et où Éliane Assassi développé dans nos interventions. Mais je voulais quand même vous dire quelque chose, parce que je suis franchement très surprise qu'il me soit en outre, en plus du rapport, et c'était dans le rapport d'ailleurs, opposé que cette loi susciterait des contournements. Alors là, vous voyez, ça c'est vraiment une conception de la transparence et des obligations faites à des élus de la République et de personnes dotées des plus hautes responsabilités qui, franchement, que je trouve inacceptable. Parce que de deux choses l'une, où la transparence, la probité, le respect de la morale publique fait partie de notre consensus républicain, et de ce que nous pouvons avoir en commun, et auquel cas le fait de poser des principes
et de faire en sorte que les personnes publiques dotées de ces responsabilités s'y conforment, avec évidemment des garde-fous qui appartiennent, qui permettent aux personnes, à la faiblesse humaine, de faillir, en quelque sorte, enfin aux hommes de faillir, pardon. Mais dire qu'on va susciter le contournement, c'est-à-dire que, justement, c'est-à-dire qu'à l'inverse, les hommes publics et femmes dotés d'éminentes responsabilités n'auront qu'une idée, c'est de contourner ces règles, ça me paraît quand même triste et enfin, si vous voulez, ne devrait pas avoir sa place dans l'hémicycle. Voilà. Donc, vous refusez de cette proposition de loi. Vous savez, comme je l'ai noté, d'autres l'ont fait aussi, aujourd'hui les conflits d'intérêts deviennent un objet d'actualité. C'est sans doute, vous y êtes pour quelque chose, mais en tout cas, dans tous les sens du terme, en tout cas, nous serons là pour dire ce que nous avons à dire quand les choses, la Commission fera ses conclusions, et sans doute pour solliciter qu'elles se traduisent, si elles sont pertinentes, en texte législatif. Voilà. Merci Madame la Présidente. Il n'y a plus de demande de parole. Donc je vais mettre aux voix l'article unique constituant l'ensemble de la proposition de loi constitutionnelle. Je rappelle qu'en application de l'article 59 du règlement, le scrutin public est de droit. Il va être procédé dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Pour un bulletin blanc, contre un bulletin bleu, l'abstention, un bulletin rouge. Le scrutin sera ouvert dans quelques instants. Alors je rappelle que le gouvernement et la Commission sont défavorables. Le scrutin est ouvert. Bien, le scrutin est clos et j'invite mesdames et messieurs les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.